Les amis, on commence le Tech Talk tout de suite, directement. On va rentrer dans le vif du sujet. Allez hop 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 hop. Et on commence avec Threadripper. On en avait parlé la semaine dernière parce qu'il y avait un mec qui avait réussi à délider le prochain processeur de chez AMD, de la gamme Threadripper, qui apparemment présentait 4 chipsets indépendants. Donc c'est ce que vous voyez là, les 4 petits chipsets indépendants. Ce qui représentait au total 32 cœurs physiques et 64 fils de calcul en tout avec le SMT. Donc c'était un truc énorme. Et puis ça devait être disponible pour pas le casual mec, mais pour les semi-pro, mais sur la plateforme Threadripper, donc en socket X399. Et du coup, en fait, apparemment, on s'est un petit peu trompé sur les spéculations, parce que James Prior, qui est le gestionnaire de produits chez AMD, a décidé de s'exprimer sur Twitter pour revenir un petit peu là-dessus, et il a dit en fait, Threadripper n'est absolument pas un processeur EPYC. EPYC, c'était la gamme professionnelle de chez AMD. Et les gens qui avaient vu 4 processeurs dans un, avec 32 cœurs, c'est quasiment pareil que ce que fait AMD avec ses processeurs EPYC pour professionnels. Il a dit Threadripper, c'est pas des processeurs EPYC. On a des chipsets qui sont différents, et là sur les 4 chipsets, il y en a 2 qui marchent et 2 qui ne marchent pas du tout. Et c'est-à-dire que quand il dit qu'ils ne marchent pas du tout, c'est qu'ils ont aucune connexion avec le reste des chipsets. Et qu'en gros c'est des cailloux. Il dit basically works. En gros c'est des briques. Donc en gros les 2 die qu'il y a en plus, ils sont juste là pour servir de symétrie et puis pour caler le pros. Voilà. Ils sont juste là. C'est genre, c'est des pantins qui ne servent à rien. Et il a dit qu'ils ne seront pas réactivables. C'est pas qu'ils sont désactivés et qu'on pourrait les activer via des flashs de BIOS, etc. Non. Ils sont pas fonctionnels. Ils ne marchent même pas. C'est genre des chipsets factices. Il n'y a quasiment rien dedans. Voilà. Ce qui fait qu'au final, la news de la semaine dernière d'un processeur Threadripper avec 32 cœurs est fausse. Au final, c'est un processeur Threadripper, mais avec seulement 16 cœurs. Et donc 32 fils de calcul. Mais après, c'est possible que AMD veuille sortir des processeurs Threadripper avec plus de 16 cœurs. Mais la news dont je vous avais parlé la semaine dernière s'avère un petit peu erronée. Voilà. Mais voilà, la partie importante sur laquelle le mec a bien appuyé, c'est que c'était pas des cœurs qui étaient inactifs, c'était des cœurs qui étaient inutilisables et fictices, qui ne marcheraient jamais. Quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Voilà. Bon, et on va continuer ensuite, toujours sur de l'AMD, et toujours bien évidemment, on continue sur AMD. Attendez, il faut juste que je choisisse un truc. Tac, où est-ce que j'ai mis ça? Ah voilà, streaming, parfait. On continue sur AMD qui va lancer prochainement les RX Vega 3228 et environ pas mal d'autres cartes graphiques qui vont arriver de chez AMD basées sur Vega 11. Donc en gros, pour traduire le titre pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'anglais, RX Vega 3228 et une dizaine de nouvelles cartes Vega 11 qui vont arriver. Donc il semblerait que AMD prépare en gros 13 nouvelles cartes graphiques basées sur le chipset Vega 11. Donc on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir, mais on a quand même une vague idée. Je pense que ça va sortir fin d'année, début d'année prochaine. Les GPU ont passé les certifications et je pense que là ils commencent à rentrer, ils sont déjà en production, puis ils vont arriver sur le marché dans les prochains mois. Donc Vega 11, qu'est-ce que c'est? Eh bien grosso modo, Vega 11, c'est un Vega 10 un petit peu revu à la baisse. Le Vega 10, c'était le haut de gamme, ce qu'on a eu avec les Vega 64 et les Vega 56, gravés en 14 nanomètres, avec environ 4000 processeurs de flux, jusqu'à 13 teraflops en performance, puis 290 watts de TDP. Voilà. Les Vega 11, c'est la même chose, quasiment, c'est basé sur le même chipset, mais c'est juste un petit peu revu à la baisse. C'est-à-dire que par exemple, on n'aurait que 2048 processeurs de flux. Donc c'est une rumeur, mais ce qui en gros fait la moitié de ce qu'il y avait sur Vega 10. On aurait une bande passante
qui, à mon avis, sera aussi diminué. On a un bus mémoire qui est 2 fois plus petit, et on aurait jusqu'à 4 Go d'HBM2. Ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent toujours de la mémoire HBM2, même sur des cartes qui vont être un peu plus entrée de gamme, milieu de gamme. Donc ça, c'est pas mal. C'est qu'ils utilisent toujours, ils décident toujours d'utiliser de la mémoire très haut de gamme, très performante, sur des cartes qui sont entrée milieu de gamme. Donc, on va entendre parler d'AMD très prochainement, puisqu'ils vont sortir environ 13 cartes sur ce chipset, qui vont être labellées Vega 32, Vega 28. Il y aura certainement différentes déclinaisons. Voilà. On continue sur Vega. Vega, vous le savez, Vega 56 et Vega 64 sont sortis il y a environ 2 mois. Et essentiellement, pour l'instant, il y avait seulement des cartes Founders Edition, comme les Founders Edition, des cartes de référence. Il y avait très peu de cartes custom. Il n'y avait pas de cartes custom en fait pour l'instant sur RX Vega. Et il semblerait que ces cartes custom aient été un petit peu retardées. Et apparemment c'est sorti il y a 1 mois. C'est sorti il y a 1 mois, désolé, je disais 2 mois, c'est sorti il y a 1 mois RX Vega. Et il semblerait que les cartes puissent arriver seulement fin novembre. Les cartes custom, c'est-à-dire vous allez voir des Asus RX Vega 64 Strix Edition, les MSI RX Vega 56 Gaming, etc. Toutes les cartes custom que vous voyez chez Nvidia, il y a des versions similaires chez AMD. Vous trouvez déjà des RX 480 Strix, RX 480 Gaming, etc. Mais pas pour Vega. Et il semblerait du coup que Vega soit un petit peu en retard là-dessus et que les premières cartes custom arrivent après fin novembre. Je trouve que c'est un petit peu tard. Parce que pour l'instant, Vega, à mon avis, peine à faire un petit peu ses ventes. Et ça aurait été bien que les cartes custom sortent en même temps ou juste après, genre 2-3 semaines après, les cartes de référence. Nvidia fait généralement ça. Ils sortent d'abord les Founders Edition, qui sont en exclusivité du coup pendant 2-3 semaines. Comme ça, ils font pas mal de ventes sur les Founders Edition parce que tout le monde veut les nouvelles cartes Nvidia. Et après ça, les cartes custom sortent. Genre, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine qui sortent. Et du coup, les gens qui veulent pas les cartes de référence parce qu'ils trouvent qu'elles sont pas assez bien refroidies, pas assez belles, etc., vont sur les cartes custom qui sont sorties 3 semaines après. En somme, l'attente n'est pas très longue. C'est quand même plutôt pas mal. Si jamais ça plante, refreshez comme d'habitude. Faites F5, voilà. Vous connaissez la chanson. On est sur YouTube, ça plante. Bref. Donc là, les cartes custom de chez Vega vont arriver très tardivement et moi je pense que ça va poser un petit problème à AMD parce que la hype va être un petit peu redescendue. Voilà, c'est ça le problème. Que ce soit pour les mainstream, donc les RX Vega 64 ou les Radeon Pro 64 et 56, bah sortir des cartes fin novembre, c'est déjà sorti depuis 1 mois. On est fin septembre, ça fait fin octobre, fin novembre, ça fait 3 mois après. 3 mois après, c'est vraiment énorme. Moi, je ne suis pas en game over. Hein. Genre, je stream toujours. Je ne sais pas ce qui ne va pas de votre côté, mais de mon côté, tout va bien. De mon côté, tout va bien. Je vais regarder un petit peu. Apparemment, il y a eu un problème sur le stream. Apparemment, je suis hors ligne. C'est les aléas de YouTube, évidemment. Évidemment, YouTube ne marche jamais comme on le souhaite. Hein, qu'on se le dise, quand vous voulez faire un live, YouTube plante magistralement. Voilà. Ah voilà, apparemment c'est bon, apparemment c'est revenu, bien évidemment. Donc voilà. De mon côté, je comprends pas, parce que de mon côté, j'ai pas de drop de frame. Ça continue à streamer. Tous les indicateurs sont au beau fixe sur OBS, donc ça veut dire qu'il envoie son flux à YouTube. Je pense que c'est juste YouTube qui fait de la merde. C'est juste YouTube qui fait de la merde. Voilà. Donc, je disais que sortir des cartes custom 3 mois après la sortie des cartes de référence, c'est bien trop long. Et ça va forcément avoir, je pense, un impact négatif sur les ventes de CRX Vega. Voilà. C'est ça. Surtout que pour l'instant, on ne sait pas, mais les cartes custom n'ont même pas été dévoilées. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que Vega, ça aurait pu être bien mieux. C'est pas si mal, c'est même bien, mais ça aurait pu être bien mieux. Et du coup, on va continuer avec Nvidia. Nvidia. Vous connaissez la chanson. Nvidia. Et on va parler de la GeForce GTX 1080 Ti FTW3.
et aussi la Gaming X Trio. Donc il y a deux cartes. On va parler de deux cartes, MSI et EVGA, qui se font grosso modo la course à qui a la plus grosse. Ah là c'est clairement qui a la plus grosse. Hein. Qui a la plus grosse carte graphique, qui a le plus de ventilo, qui a le plus de performance. C'est exactement ça. On a deux cartes qui ont été révélées. Les deux sont des cartes absolument monstrueuses. Elles sont énormes. Vous voyez la gueule de la EVGA For the Win 3 Elite, avec de la mémoire qui a été boostée à 12 GHz sur de la GDDR5X. C'est violent. Et de l'autre côté, on a MSI qui contre-attaque bien évidemment avec la Gaming X Trio. La première fois dans l'histoire du jeu vidéo et de l'e-sport, non, la première fois de l'histoire du hardware, que MSI sort une carte graphique avec 3 ventilateurs. Généralement, MSI se basait sur les Twin Froze 1, Twin Froze 2, Twin Froze 3, Twin Froze 4, Twin Froze 5, Twin Froze 6, qui avaient tous le même design quasiment, et qui étaient tous basés sur deux ventilateurs de, je pense que c'était des ventilateurs de 90 ou 100 mm, je sais plus exactement. Et là, ils dévoilent une carte avec un peu le même design de Twin Frost, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu les côtés accentués ici, un petit peu rouge et tout. Sauf que du coup, là, on a 3 ventilos. C'est comme si d'habitude la carte s'arrêtait ici. Mais que là, non, ils ont décidé de rajouter un 3e ventilo. C'est absolument fou. C'est absolument fou. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a également la Lightning série qui était aussi avec 3 ventilos. C'était les seules cartes MSI qui avaient 3 ventilos. C'était les séries Lightning. Mais là, on a du triple fan, du triple ventilateur, Torx, donc ceux qu'on retrouve sur les Twin Froze, et le ventirad est plus gros que celui sur les Lightning. C'est genre des cartes qui sont gigantesques. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Voilà. Avec de la mémoire GDDR5X à 12 GHz, vous avez plus de bande passante qu'avec de la HBM2. Ce qui est, en soi, plutôt impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Donc comme vous voyez, au niveau... je sais pas si on peut avoir des petites... voilà, des petites images. Ok, on a 12. Au niveau de l'alimentation, on est sur 10 plus 2 au niveau des phases d'alimentation. On est sur de la connexion en 8 pins, double 8 pins. Donc ça va prendre 8 pins pour l'alimentation. Donc dual 8 pins avec un TDP max de 280 watts. C'est énorme, clairement. Qu'on se le dise, ils ont gardé les fréquences de base à 1569 MHz et 1683 en boost. Par contre, bah voilà, ils ont boosté la mémoire à 12 GHz. Ce qui est absolument splendide. Est-ce qu'on peut avoir des plus belles photos? Alors, vous voyez les cartes là? On voit bien les 8 pins, 2 x 8 pins d'alimentation. J'aurais bien aimé avoir une vision un petit peu... Ah, j'aurais pas dû cliquer là-dessus. Une vision un petit peu de côté en fait de la carte. Ça aurait été cool pour voir un petit peu l'épaisseur, parce que je sais pas si c'est du dual slot. Ça a l'air d'être du dual slot de base, mais à mon avis avec l'épaisseur du radiateur, il y a moyen que ce soit du triple slot. Il y a moyen. Pareil pour la MSI. À la MSI on peut voir, non, ça a l'air d'être du dual slot quand même. Ça a l'air d'être du dual slot, c'est aussi du dual pin, du dual 8 pins, donc 2 connecteurs pour l'alimentation en 8 pins. Le radiateur, j'aurais pensé un petit peu plus large que ça. Bon, par contre, vous voyez qu'elle est absolument gigantesque. Absolument gigantesque. Mon Dieu, quoi. Donc là, qui est la plus grosse, je ne sais pas. Mais bon. La Lightning, c'est 350 watts. Ouais, mais la Lightning, c'est 350 watts, mais d'ailleurs, c'est vraiment bizarre, parce qu'ils mettent 3 connecteurs, je crois que c'est du 8 pins. Je crois que c'est 8 pins, 8 pins, 6 pins, ou alors 8 pins, 8 pins, 8 pins sur la Lightning. C'est insane. Jamais ça consomme autant, c'est pas possible. C'est genre, je comprends pas pourquoi la Lightning a un TDP aussi haut et autant de connectiques pour l'alimentation. Bref, en fait c'est une matraque, c'est à peu près ça quoi. C'est à peu près ça. Bon, on va continuer avec Intel. Intel, on a un peu plus de benchmark sur le i7 8700K qui était sur une carte mère MSI Z370 Crate Gaming. Donc on a un peu plus de précision et on a le premier aperçu d'un overclocking potentiel sur ces processeurs.
Donc ça, ça vient d'un truc, je sais pas exactement d'où, je pense que c'est un mec chinois qui a fait ça. Certainement de là où les pros sont cheap. Donc on a grosso modo les spécifications complètes pour toute la gamme Coffee Lake, donc du i3 8100 jusqu'au i7 8700K. Donc on va avoir des i3 avec 4 cœurs, ce qui est vraiment une bonne chose qui passe là-dessus. On va avoir des i5 avec 6 cœurs, mais sans hyperthreading non plus. Et on va avoir des i7 avec 6 cœurs, mais avec l'hyperthreading. Donc grosso modo, c'est à peu près la même chose que ce qui se fait maintenant sur les gammes d'Intel, c'est-à-dire que i3, i5, il n'y a pas d'hyperthreading, i7, il y a de l'hyperthreading, sauf que du coup, vous rajoutez 2 cœurs à tout. Voilà, essentiellement. Et puis ça va consommer entre 65 et 95 watts, suivant si vous prenez une version non K ou une version K. Au niveau des benchmarks, ça se corrobore avec les benchmarks que j'avais fait avec Karl sur le premier leak. J'avouerai que je ne comprends rien à ces trucs parce que c'est tout écrit en japonais ou en chinois, en fait en chinois plutôt. Ils obtiennent un score un petit peu plus élevé que nous sur Cinebench en multi. On va directement aller dans ce tableau-là qui résume un petit peu les résultats. Donc, vous avez la comparaison entre le Ryzen 5 1600X, le Ryzen 7 1800X, le 7700K et le 8700K. Alors, tu nous la présenteras en vidéo un jour, j'ai bien envie de voir la taille par rapport à un boîtier. Oh ouais, possible. Mec, c'est fait pour l'OC extrême. Non, parce que la Lightning, je crois que Karl l'avait essayé, et elle sauçait pas si bien que ça. Justement, elle sauçait pas si bien que ça, je crois. Donc du coup, ça m'avait... Je m'étais posé des questions, pourquoi ils avaient mis autant d'alimentation si c'était pas très stable. Mais bon, après c'est possible. Mais non, mais quand même, mettre 300 watts en TDP, c'est genre un bordel monstre. Bref, les benchmarks du 8700K, voyez que, grosso modo, forcément, en multicœur, il bat le 7700. Sur tous les points. Presque sur tous les points. Parce que, bien évidemment, il y a 2 cœurs en plus, et du coup, aussi également 2 fils de calcul en plus, avec le hyperthreading. Par contre, en single core, ce qu'on voit là, il est quand même un petit peu supérieur. C'est-à-dire que vous avez des performances par cœur qui sont légèrement améliorées par rapport à l'ancienne génération Kaby Lake. Voilà. Ensuite, on a la première vision d'un i7 8700K à 5,3 GHz et même un i3 8350K à 5 GHz avec des water cooling de bonne facture. Donc on ne sait pas exactement quel water cooling ils ont utilisé, mais en gros, il y a une source chinoise qui a montré qu'ils avaient atteint 5300 MHz sur le 8700K et 5 GHz sur le i3 8350. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme. Bon, sur le i3 c'est énorme, mais c'était seulement sur un seul cœur. Mais c'est quand même énorme. Après, sur le i7, 5,3 GHz, ça promet. S'il y a des mecs qui arrivent à atteindre 5,3 GHz avec un bon water cooling, c'est presque à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Et regardez ça. Ah non, il a réussi sur tous les cœurs. Ah. Simple core tuning. Pas mal. Ok, je pensais que cette phrase-là m'avait fait penser qu'il avait réussi seulement sur un cœur, mais la deuxième image montre que, au final, le pros tourne à 5 GHz sur l'ensemble de ses cœurs. Pour un i3, tourner à 5 GHz sur 4 cœurs, ça va genre être un énorme gap en termes d'overclocking et de performance du coup. Magique. Non, 5 GHz sur un i3, 5.3 sur un i7. C'est quand même vraiment pas dégueu. Donc voilà. Ensuite, Intel, toujours Intel, qui lance des processeurs à gauche, à droite, ils en balancent de tous les côtés. Et là, il va peut-être sortir un i3 7360X, qui serait un processeur dual-core pour la plateforme X299. C'est du Kaby Lake X, avec 4 GHz en vitesse, et un TDP de 112 watts, ça me paraît trop précis, on va dire un TDP de 115 watts. Donc, je sais pas pourquoi Intel sort un pros i3 avec seulement 2 cœurs, et je pense qu'il doit y avoir la hyperthreading. Il y a la hyperthreading.
Tac, tac, tac. Sur la plateforme X299, parce que clairement, quand tu achètes la plateforme X299, c'est pas pour acheter un i3 derrière. Souvent, c'est pas pour acheter un i3 derrière. Non, tu vas acheter un i7, tu vas acheter un i9 même. Parce que c'est une plateforme qui est semi-pro. Donc, j'ai un peu du mal à concevoir ça. Il y a Intel qui essaye de pousser des processeurs avec beaucoup de cœur sur la plateforme X299. Vous avez des processeurs qui vont sortir sur cette plateforme qui ont 14, 16, 18 cœurs. Et à côté de ça, avec Coffee Lake, hein, qui va sortir sur cette nouvelle plateforme également, et à côté de ça, ils te lancent un i3 avec 2 cœurs. Que personne va acheter. Enfin, je comprends pas pourquoi t'achèterais une plateforme semi-pro pour mettre un i3. Tu vois, pour moi, c'est un petit peu un non-sens. Ça n'a pas du tout de sens. Ça n'a aucun sens. Bon, je comprends bien qu'ils avaient sorti le 7350K qui est en Kaby Lake et du coup c'est un refresh de celui-là avec une vitesse un petit peu plus élevée et puis un TDP un petit peu plus haut. Mais regardez bien. Là, ça avait du sens. Le 7350K, c'était sur de la plateforme 1151. Donc c'était sur des Z270, etc. Là, on est sur du LGA 2066. La plateforme X299, chipset X299. Pourquoi vous faites ça? Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Il y a certainement des gens qui ne s'y connaissent pas et qui vont l'acheter. Oui, certainement. Et c'est bien dommage. Bon, on va continuer avec le prix cette fois-ci des processeurs Coffee Lake. Donc on a les prix quasiment définitifs pour tous les processeurs Coffee Lake. Donc qui sont ici. Donc grosso modo, avec les taxes, ici le prix avec taxes dans le United Kingdom, donc en Angleterre, et ici le prix sans taxes aux USA. Parce que les USA, ils ont beaucoup moins de taxes au niveau des prix des pros. Donc le 8700K va coûter 400$. Le 7700K coûte 354$. Donc on est sur un pros qui vaut 50$ de plus. En même temps, vous allez me dire, il y a 2 cœurs en plus. Voilà. Ils ont fait un truc qui est assez intelligent, c'est marqué à côté le prix par cœur. Donc comme ça, tu vois à peu près combien tu payes par cœur. Parce que comme il y a plus de cœurs, forcément, il fallait s'attendre à ce qu'ils fassent un pros plus cher. Ça m'aurait étonné de la part d'Intel, vous aussi je suppose, qu'ils sortent le 8700K avec 6 cœurs et Hyperthreading au même prix que le 7700K. Faut pas être fou, il y a plus de cœurs, on va le mettre plus cher, on est Intel. Faut pas se foutre de notre gueule. Donc du coup, au final, si vous regardez le prix par cœur, vous avez un prix qui est inférieur au 7700K pour le prix par cœur. C'est-à-dire que vous payez chaque cœur 88$ sur le 7700 et vous payez chaque cœur 66$ sur le 8700K. Donc ce qui fait que grosso modo, ils baissent un petit peu le prix par cœur pour pas mettre un pros à 450$. Je pense que s'ils avaient gardé le même prix, ils auraient fait un pros à 450-460$. Et là, ils se sont dit, c'est peut-être trop cher. Voilà. Ensuite, le 8700, lui, est à 338$. J'ai pas le prix ici du 7700. Bon, on va regarder l'i5. l'i5, 8600K, 284$. 40$ plus cher que le 7700K. Donc, grosso modo, on part sur du plus cher. Voilà. Des prix entre 150$ et 400$, ça va nous revenir à 450€, ce qui est quand même très cher. Faut se le dire. C'est quand même très cher. 7700K, 8700K, 6700K. Je pense que ça, c'est le 5765C, le 4790K, le 4770K, etc. Et vous voyez qu'on est sur une tendance à l'augmentation. Enfin, ils augmentaient leur prix légèrement, même si les cœurs n'augmentaient pas. Mais là, on a augmenté le nombre de cœurs, pouf, on a un pic en prix. Pareil pour les i5. Apparemment, il y a juste Broadwell. Broadwell, c'était la bite. Fallait pas acheter de processeur pendant que c'était Broadwell parce que ça a augmenté pour rien. Clairement, ça a augmenté pour rien. Il y avait le même nombre de cœurs, ça a augmenté, puis c'est redescendu sur Skylake. Broadwell, fallait pas acheter. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, par contre, les prix avaient baissé pendant un moment. C'est-à-dire que les premiers prix des processeurs Intel i7 étaient extrêmement hauts.
Ça, c'était en 2009, hein, donc c'était il y a 8 ans. Donc c'était à 560 dollars quoi, pour celui-là. Celui-là était à 280, mais celui-là, 560. Quand même pas mal. Bon voilà, j'espère que ça vous donnera une petite idée des prix. On va passer maintenant sur... En fait, on continue sur l'Intel 8700K. Il y a beaucoup de news par rapport à lui. Et cette fois-ci, on va en parler, mais en mal. Vraiment en mal. C'est que Intel continue à utiliser de la pâte thermique de mauvaise qualité sur leur processeur 8700K. Donc en gros, fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, sur les processeurs Ivy Bridge. Donc c'était les Core i7 3700, i7 5000, i7 3700, i5 3600, etc. Intel avait abandonné le principe de soudure entre le die et la cover. C'est-à-dire qu'avant c'était soudé, les deux trucs étaient soudés, le chipset était soudé sous le die. Et du coup ils ont remplacé ça par de la pâte thermique. Donc maintenant ils mettaient un petit peu de pâte thermique, un petit peu de colle autour et ils mettaient ça dessus. Donc grosso modo, jusqu'à Kaby Lake ça allait. La pâte thermique utilisée était de bonne qualité. Vous pouviez gagner quelques degrés en délidant votre processeur, donc en enlevant le cache supérieur et en remplaçant la pâte thermique. Donc ça vous a gagné 4-5 degrés, bon, peut-être un petit peu moins, ça dépendait des fois. Mais depuis Kaby Lake, qui avait des problèmes de chauffe, il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, et il semblerait, ça a été avéré, que la pâte thermique qu'ils avaient utilisée pour les Kaby Lake était de très mauvaise qualité, et c'était en partie ce qui causait les problèmes de surchauffe sur les processeurs Intel Kaby Lake, donc les 7700, les 7600, etc. Donc si tu délidais ton pros puis que tu changeais la pâte thermique et que tu remettais le couvercle, bien ça allait bien mieux. Et apparemment, ils répètent l'histoire avec la prochaine génération et le Coffee Lake, avec le 8700K. Apparemment, parce qu'ils se sont fait bâcher pour ça, Intel. Ils se sont fait bâcher, c'est genre... Les gens étaient là, genre c'est un scandale, vous vendez des processeurs qui sont hyper chers et vous mettez de la pâte thermique de super basse qualité, ce qui fait qu'on a des températures qui sont anormalement hautes, ce qui est pas normal. Et voilà, ils s'étaient fait bâcher. Bon après, ça monte pas hyper haut, mais c'était plus haut qu'avant. Et donc apparemment, ils répètent l'erreur, ils récidivent avec le 8700K et je pense là, la série Coffee Lake. Donc voilà. Bon, même si du coup on a vu qu'apparemment tu peux atteindre les 4.8, 5.5 GHz sans trop forcer avec un bon IO ou un bon refroidissement air cooling, je pense que aller plus loin, puis je pense que ça doit chauffer quand même pas mal. Aller plus loin ça va être dur, puis à mon avis ça doit quand même chauffer pas mal. Voilà. Donc bon. Si jamais vous voulez vraiment overclocker votre 8700K puis que vous voyez qu'il chauffe trop, vous avez une solution toute faite pour vous, vous le délidez et vous changez la pâte thermique. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, je suis bien d'accord, mais si vous en êtes à overclocker votre i7 à un peu plus de 5 GHz ou à 5 GHz, généralement, vous êtes suffisamment avancé en informatique et tout pour pouvoir tenter un delete de votre pros. Après, je ne le recommande pas forcément parce que vous niquez votre garantie. Vous pouvez faire seulement ça si ça chauffe trop, parce que ça se trouve, vous n'aurez pas de problème, puis ça chauffera pas des masses. Ou alors, vous améliorez votre système de refroidissement. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont déjà là, il y a des gens, ils reçoivent leur pros, limite, ils l'installent, ils voient si ça marche, ils l'enlèvent, puis ils le délitent direct pour changer la pâte thermique. Voilà, personnellement, c'est pas le genre de truc que je fais parce que j'ai jamais vraiment eu de problème de surchauffe, mais il y en a qui préfèrent faire ça dès le début, par exemple. Le dentifrice serait limite plus efficace. C'est du dentifrice, leur pâte actuelle. Non, mais vraiment, enfin, tu sais, c'est genre, oh, tu te fais bâcher parce que tu fais une erreur. C'est pas une erreur, parce que tu fais de la merde une fois. Et là, on aurait pu se dire, bon, bah, du coup, ils vont pas refaire la même connerie, tu vois. Mais non, on s'appelle Intel, on s'en fout, on va toujours vendre des pros, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Donc, on remet de la pâte thermique de merde parce que nous, ça nous coûte moins cher. Voilà. Et puis, allez bien vous faire enculer, vous faire un gros fuck, puis voilà. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On part là-dessus, quoi. Ensuite, on va parler encore d'AMD. On va repartir sur AMD et on va partir sur AMD qui va lancer prochainement Ryzen pour mobile. Donc les APU Ryzen. Et qui apparemment, ça vient remplacer Bristol Ridge. Et apparemment, les premiers benchmarks qui ont leaké, parce que pour l'instant on a juste des leaks des benchmarks, annoncent des performances jusqu'à 90% plus hautes par rapport à Bristol Ridge.
donc qui est l'ancienne génération des APU mobiles de chez AMD. Donc on aurait quasiment 2 fois plus de performance avec le passage à Ryzen. Donc en même temps, Bristol Ridge était gravé en 28 nanomètres. Là on passe déjà sur une gravure, je pense que ça doit être du 14 nanomètres, hein. Techniquement Ryzen c'est du 14 nanomètres. Donc déjà vous diminuez par 2 la finesse de gravure, donc ça va bien mieux. Voilà. Donc, ils ont spoté, ça a été spoté, donc les benchmarks ont été spotés sur un Ryzen 5 2500U avec 4 cœurs et le SMT, donc 4 cœurs physiques et 8 fils de calcul. Et apparemment, ce petit Ryzen 5 2500U aurait des performances en hausse de 50% pour le CPU, 40% pour le GPU et consommerait 50% d'énergie en moins. Donc ce qui est une énorme amélioration. Et ça commencerait à sortir hiver 2017 et début 2018. Donc on a les premiers chips, on a les premiers benchmarks sur Geekbench avec des scores qui sont tout à fait respectables en soi, hein. Quand même plutôt des bons scores. On a ici du coup une petite comparaison. Les A12 9800B, les A12 9800B en single et en multi, puis le Ryzen 5 du coup qui a été bench 2500U en single et en multi. Et vous voyez que on a quand même une nette amélioration que ce soit en single core ou en multicore. Multicore, on a quasiment doublé les performances. Single core, c'est un peu moins flagrant, mais on a quand même une bonne augmentation sur la puissance de ces APU mobiles. Donc voilà. Donc ici, on parle de ça. On parle de ça ici. À l'ancienne génération, c'était ça. Excavator, Bristol Ridge en 28 nanomètres, avec jusqu'à 4 cœurs, et des TDP qui allaient de 15 à 65 watts. Voilà. Et là, on est sur... j'allais dire quoi? Oui, j'allais dire ça, oui. Hop. On est là-dessus. Raven Ridge, les premiers 14 nanomètres jusqu'à 4 cœurs, avec une architecture au niveau des APU qui viennent de Vega, etc., etc. Vous voyez un petit résumé de la gamme d'AMD pour les CPU et les APU. Voilà. Les APU sont ceux-là, les Raven Ridge et les Greyhawk, et les CPU seulement, ceux que vous connaissez, sont ceux-là, les Summit Ridge, donc ça c'est les Zen, les Ryzen 5 1600, les Ryzen 7 1800. On a le Pinnacle Ridge qui va sortir potentiellement en 2018, on va en parler juste après, qui sera appelé Zen 2, et qui aura jusqu'à 8 cœurs également, et qui sera gravé en 12 nanomètres. Et de notre côté, du côté des APU, on a le Raven Ridge, donc, qui est ceux qui ont été spotés et benchmarkés, et on aura le Greyhawk qui sera la même chose, mais basé sur la deuxième génération de Zen. Voilà. Bon, donc, on va continuer du coup, je vous le disais, sur AMD toujours, AMD et la prochaine génération. Oh, j'ai fait n'importe quoi, my bad. Voilà, on va continuer sur la prochaine génération des CPU Ryzen et des GPU Ryzen de chez AMD. Donc qui sera appelé Zen 2. Zen 2. En gros, la deuxième version des processeurs Zen par AMD. Donc on aura Radeon Vega, puis du Ryzen, qui vont être refresh et gravés en 12 nanomètres. Donc ça sera les Ryzen série 2000, donc on aura des Ryzen 5 2500, des Ryzen 5 2600, des Ryzen 7 2800, 2700, etc. Et je pense qu'on aura aussi des Radeon Vega, je ne sais pas comment ils vont les nommer, les Vega par contre, ça va être un petit peu plus compliqué à nommer, mais du coup ça devrait arriver en 2018, cette deuxième génération des processeurs Zen, gravés en 12 nanomètres. Ça ne changera pas grand chose d'un point de vue du nombre de cœurs, je pense, au niveau des CPU, on sera toujours sur jusqu'à 8 cœurs, donc il y aura certainement du 4 cœurs avec SMT et du 6 cœurs avec SMT dans les Ryzen 5 et du 8 cœurs avec SMT dans les Ryzen 7. Au niveau des GPU Vega, je ne sais pas du tout. Ce qu'ils proposent. On va voir peut-être là-dessus. Hop, ils proposent du 14 nanomètres. 14 nanomètres plus, tac. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais ça devrait arriver l'année prochaine. Donc attendez-vous à voir des nouveaux pros et des nouvelles cartes
de chez AMD en 2018 également qui vont être un refresh de Zen. On continue avec Nvidia encore une fois et la GTX 1070 Ti parce que là on a une date de lancement. Elle arrive début novembre. Donc un petit mois à attendre, ou plutôt un gros mois à attendre avant le lancement de la GTX 1070 Ti. Vous pourrez la voir début novembre, je pense en commande directement sur le site d'Nvidia avec les éditions de référence. Et je pense qu'une semaine ou 2 semaines après, on aura les versions custom qui vont commencer à sortir. On ne sait pas encore exactement la fréquence de la carte. On a une bonne idée au niveau du TDP, au niveau des processeurs de calcul, donc des culs d'accord, des unités de rendu, etc. Du bus mémoire également, mais au niveau de la fréquence, on ne sait pas encore, on state, c'est seulement des spéculations. Au niveau du prix, Gigabyte a lancé un petit teaser et il semblerait que le prix soit d'environ 3499 yuan, donc c'est la monnaie chinoise, ça fait environ 530 $. Donc qui était un petit peu plus haut que ce qu'on spéculait la semaine dernière. Ça rapproche du prix de la 1080, même si c'est toujours un peu inférieur à la 1080. Donc on va avoir une carte qui va à mon avis coûter 450-500 €. C'est quand même énorme. Moi je pensais qu'elle allait plutôt coûter 400-450 €, mais il semblerait qu'on soit 50 € de plus. Donc ça fait suffisamment cher. Techniquement ça va toujours être moins cher qu'une 1080, j'espère, parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais ça reste quand même assez cher. Et on va continuer avec les spécifications, avec les petites spécifications de cette carte, qui ont été données par Videocards. Voilà, ici on a une idée des premières spécifications. Donc ça on le disait la semaine dernière, 2432 Q d'accord. Donc on est très proche de la 1080. On est sur 152 texture map unit, je pense que c'est ça, je crois que c'est ça. On est sur 64 render output processeur, donc le même que la 1070, pareil que la 1080. On est sur 7,8 teraflops par seconde en puissance de calcul pour du floating point en 32 bits. Et au niveau de la fréquence, on suppose qu'on aurait la même fréquence de base que la 1080, donc qui soit 1607 MHz, mais qu'on aurait une fréquence boost un peu inférieure à la 1080, en fait, qui serait la fréquence boost de la 1070. C'est-à-dire que la fréquence de base, ils prennent celle de la 1080, et la fréquence boost, ils prennent celle de la 1070. En fait, vous avez une petite combinaison des deux, quoi. C'est genre la 1070 et la 1080, elles ont fait un enfant ensemble, et c'était la 1070 Ti. On aurait 8 Go de GDDR5, c'est possible apparemment que ce ne soit pas de la GDDR5X. La semaine dernière, on spéculait sur la GDDR5X, mais il y a moyen que ce ne soit pas de la GDDR5X. On n'en a encore aucune idée. Ce dont on est sûr, c'est sur les 8 Go. Les 8 Go sont quasiment certains. Et 180 watts en TDP, qui est pareil que la 1080, un petit peu supérieur à la 1070. Voilà. Donc, c'était à peu près tout pour la 1070. Et maintenant, on va parler jeux vidéo avec cette dernière news et avec Red Dead Redemption 2 qui va certainement faire parler de lui la semaine prochaine puisque Rockstar a dévoilé un petit truc. Ils ont juste mis une petite image. Jeudi 28 septembre, 11h du matin, Eastern Time, Rockstar Game avec le look derrière rouge qui rappelle étrangement Red Dead Redemption. Donc en gros, on peut s'attendre à avoir des news par rapport à ce jeu la semaine prochaine, le 28 septembre, donc dans 4 jours. Rockstar va certainement nous dévoiler un autre trailer, peut-être un truc de gameplay, etc. On ne sait pas encore ce dont ils vont parler, mais on va avoir des news et à mon avis ça va être croustillant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce jeu qui promet d'être énorme s'il est à la hauteur du premier. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a pour cette semaine d'un point de vue des news. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui regardent en VOD, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Comme d'habitude, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir.